Ok, bonjour à tous. Donc, merci d'être venus très nombreux. Nous allons commencer la série de cours de cette année sur l'observation des grandes structures. La semaine prochaine, ce sera la théorie. Pour l'instant, on introduit avec l'observation. Donc, ce que vous avez là déjà pour introduire, c'est une tranche d'univers où chaque point est une galaxie. Donc, vous voyez qu'on a des grands murs, des vides, des filaments. On va le discuter plus en détail. Alors déjà, lorsqu'on regarde un petit peu en dehors de notre galaxie, ici vous avez une vue de tout le ciel en infrarouge. Il s'agit d'un survey appelé à 2 microns, un 2 micron all sky survey, c'est-à-dire un survey de tout le ciel à 2 microns. Et on voit en coordonnées de la Voie lactée, notre galaxie. Notre galaxie est dans l'équateur ici. Pourquoi on prend 2 microns de longueur d'onde? C'est qu'en infrarouge, la lumière traverse la poussière. Si vous regardez en optique, dans le ciel étoilé, vous voyez la Voie lactée, mais c'est surtout une traînée de poussière sur le premier bras spiral et vous ne voyez pratiquement rien. Donc là, ça nous permet en infrarouge de crever la poussière. Vous avez une toute petite traînée de poussière tout de même, mais vous voyez le bulbe de la galaxie est ici. Et ce que vous voyez, donc, c'est toutes les structures qui sont indiquées ici en diverses couleurs. Les couleurs sont le décalage vers le rouge, c'est-à-dire la distance par rapport à nous. Je vais parler de redshift au lieu de décalage vers le rouge pour simplifier, c'est la même chose. Et vous voyez que ce sont des amas de galaxies très locaux, puisque ça ne va plus qu'un redshift de 0,06. Vous avez le plus proche, c'est l'amas de la Vierge, Virgo Cluster ici, l'amas de Coma un peu plus loin. Et donc, on a des structures bien connues, mais ce dont on s'aperçoit globalement déjà, c'est que la structure de l'univers est comme une éponge, un gruyère. Il y a plein de trous. Il y a des filaments et des murs, des crêpes, mais surtout plein de trous. Alors là, on va essayer de se poser les questions. Comment cette structure très très contrastée, on peut avoir dans les petites structures qui sont les groupes locaux par exemple, un contraste de 10 puissance 6 par rapport à la densité de fond de l'univers. Comment ces structures très contrastées, là vous revoyez à nouveau le survey de Thomas, peut arriver à partir de l'univers très très homogène qu'il y avait juste après le Big Bang. Ici, nous avons une vue de ciel faite avec le satellite Planck qui a regardé à 2 mm de longueur d'onde le fond micro-ondes du ciel qui est le vestige du Big Bang. Donc le Big Bang était un état très très chaud et très dense et dans l'expansion de l'univers, vous avez la température de ce corps noir est descendue jusqu'à 2,73 degrés Kelvin qui rayonne à 2 mm de longueur d'onde. Et ce que vous voyez là, ce n'est pas tout à fait ce qu'on voit si on avait un œil à 2 mm de longueur d'onde, puisque à ce moment-là, on verrait un brouillard complet, c'est très très homogène. Ce qu'on voit, ce sont les petites fluctuations de l'ordre de 10-5, c'est-à-dire 1 pour 100 000. Et évidemment, il a fallu beaucoup travailler pour enlever toutes les structures d'avant-plan. Il y a la Voie lactée qui émet, il y a les galaxies extérieures. Tout ça a été enlevé. C'est quand même relativement facile d'enlever puisque le spectre de tous ces avant-plans est un spectre soit synchrotron, un loi de puissance, etc. Et ce n'est pas du tout un corps noir. Le vestige du Big Bang ici est un corps noir parfait. Donc ce que vous voyez là, ce sont les fluctuations qu'avait l'univers 380 000 ans après le Big Bang, lorsque la matière ionisée qu'il y avait du temps 0 à 380 000 ans s'est recombinée. La température de l'univers est devenue à 3000 degrés K. C'est la température où les protons et les électrons se recombinent en hydrogène et donc l'univers devient neutre. Donc ce qu'on voit, c'est ces fluctuations, rouge plus chaud, bleu plus froid, ce qui veut dire que les atomes au départ c'était des protons et des électrons, les protons, donc les baryons en fait, sont en équilibre avec les photons et sont en ce qu'on appelle oscillation acoustique, c'est-à-dire des ondes sonores. Donc on a, si vous voulez, la musique du Big Bang ici, et donc ces ondes sonores à 10-5 près, c'est ce qui va nous renseigner énormément sur les conditions initiales des grandes structures de l'univers. Donc on part d'ici, on sait quelle est leur forme. En fait, on a, on verra tout à l'heure, on a l'intensité, le spectre de puissance en fonction de la taille. Vous voyez qu'il y a des grosses tailles, des toutes petites, etc. Et ça, c'est une loi de puissance. Donc, un peu celle similaire. Donc, comment est-on passé de cet état très, très homogène de l'univers à un état très condensé, alors que l'univers est en expansion et empêche la condensation de ces structures? Donc, c'est ce qu'on va essayer de trouver donc, dans cette année, dans cette série de conférences. Donc, les grandes questions qu'on va se poser,
D'abord, pourquoi on cartographie ces structures? Bon, ce n'est pas seulement pour faire de la géographie, c'est pour trouver de la physique des structures. Tout à l'heure, je vous ai montré la carte Toumas, qui est vraiment une carte locale. Ce qu'on voudrait, c'est remonter le temps. Quand on regarde très très loin dans l'univers, on remonte le temps, vu que les galaxies nous envoient des photons, et ces photons mettent des millions, des milliards d'années à nous parvenir. Donc on voit l'état de l'univers tel qu'il était il y a quelques milliards d'années. Donc on va remonter le temps et on va essayer de connaître les structures à toute époque. Et ainsi on verra comment elles se sont formées, quel est le principe physique qui les a fait se contracter. Alors on pense que c'est la gravité, bien sûr, mais si jamais la gravité, la relativité générale d'Einstein n'était pas vraie à toutes les échelles, à toutes les époques, on va le savoir. On a de questions à se poser parce que justement, on a découvert que l'univers était fait essentiellement d'un secteur tout à fait noir. Les atomes, la matière ordinaire ne fait que 5% du contenu total. On a de la matière noire qui est 25% du total. On a de l'énergie noire qui fait 70% du total. Donc, tous ces secteurs noirs fait penser que peut-être on n'a pas la bonne loi de la gravité. Donc, c'est ça qu'on voudrait savoir. Comment se forment ces structures pour essayer de tester la gravité ou savoir si vraiment l'énergie noire, c'est un champ particulier, une quintessence, un cinquième élément, etc. Tout ça, on va le savoir. Alors, pour l'instant, ce qu'on sait un tout petit peu, c'est le modèle de concordance. Ici, vous avez par exemple en abscisse la densité de matière. Alors, ce qu'on appelle oméga, c'est uniquement la densité de l'univers normalisée à la densité critique. La densité critique, elle vaut 10-29 grammes par centimètre cube. Donc, vous avez un nombre sans dimension. Ce nombre sans dimension, c'est le contenu de l'univers. Donc, ici, on a 25% de matière ordinaire. Et puis ici, c'est l'énergie noire, oméga lambda, qui vaut 70%. Ici, on a porté en couleur les contraintes qui sont données, par exemple, par le fond cosmique. CMB, ça veut dire Cosmic Microwave Background, donc le fond cosmologique micro-ondes dont je viens de parler, et qui, par ces ondes acoustiques, nous donne la courbure de l'univers. Et cette courbure de l'univers est nulle. Ça veut dire que la somme de oméga lambda et oméga m totale n'est pas très très loin de 1, puisque la différence entre la somme des oméga et 1, c'est justement la courbure de l'univers. Donc l'univers est plat, on le sait ici, et puis on a cette zone de contrainte bleue qui est due aux supernovae. On a appris dans les années 98 que par les supernovae de type 1A, qui sont comme des chandelles standards, que l'univers, l'expansion de l'univers est accélérée. Donc ça nous donne une relation entre oméga m et oméga lambda. Et puis en vert, vous avez justement les surveys de galaxies dont on va parler pendant toute cette série de conférences. Ce qu'on appelle BAO, ça veut dire Baryon Acoustic Oscillation. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a vu que dans le fond cosmologique, là, si je reviens, les baryons sont en train d'osciller avec des oscillations acoustiques ici. Et lorsque l'univers se recombine, forme des atomes, il n'interagit plus. Donc la plus grande taille d'oscillation, elle est figée dans les baryons. Et ces baryons vont subir l'expansion tout en ayant cette structure figée. On va mesurer cette structure à plusieurs époques de l'univers. On va s'en servir comme règle standard, règle pour mesurer des mesures, et donc pour avoir l'expansion de l'univers. Donc cette mesure ici, BAO, on va en parler, ça nous donne une contrainte sur la nature de cette énergie noire. Donc voilà les grandes questions. En faisant des surveys, des cartographies de galaxies, on va savoir un peu quelque chose sur le secteur noir de l'univers et puis peut-être la gravité modifiée. Alors pour bien apprécier le grand progrès qu'on a fait ces dernières années, c'est dans les 10-20 dernières années, ça a progressé de façon exponentielle. Je pensais que ce serait pas mal, en une ou deux slides ici, de vous rappeler où on en était au siècle dernier. En fait, ça a été assez fulgurant. On peut remonter peut-être à Nicolas Louis-de-Lacaille, qui était un académicien qui était dans l'hémisphère sud, pour cartographier un petit peu les constellations et les nébuleuses dans l'hémisphère sud. On les connaissait plus ou moins dans l'hémisphère nord. Et c'est lui qui a cartographié et donné le nom, d'ailleurs, aux constellations qui, dans l'hémisphère nord, avaient des noms un peu de mythologie grecque. Il a donné des noms un peu scientifiques. Il y avait le fourneau, il y avait la norme, il y avait le sculpteur, la peintre, il y avait horologium, l'horloge, etc. Donc tous ces noms, c'était dû à cette époque-là, au XVIIIe siècle. Nicolas Louis-Lacaille avait reconnu des objets dans le ciel. Et puis Charles Messier, que vous voyez là, qui a été un des premiers à faire des catalogues d'objets. En fait, ce qui l'intéressait, lui, c'était les comètes. En 1705, il y avait la comète de Halley qui avait défrayé
les médias, si on peut dire, à l'époque. Et donc, il voulait découvrir des comètes et il avait cartographié 110 objets. Mais il n'y en avait que 30% de ces objets. Oups. Alors là, on va essayer de repartir. Donc, j'étais en train de dire tout de même que Charles Messier avait découvert 110 objets. Et la plupart de ces objets n'étaient pas des galaxies, ils étaient des nébuleuses. On ne savait pas exactement ce qu'était une galaxie à l'époque. Il y avait des nébuleuses, il y avait aussi des amas globulaires, des amas d'étoiles de 100 000 étoiles, des amas assez denses. Il y avait des amas ouverts d'étoiles. Il y avait des nébuleuses planétaires qui sont de la fin de vie d'une étoile comme le Soleil, comme la nôtre, qui va devenir des nébuleuses planétaires. Et donc il y avait toute une catégorie, comme on appelle un mixed bag en anglais, donc en français une mixture d'objets. Et on ne savait pas... Ah, j'espère que... Voilà, nous y sommes, à peu près. Ok, ouf. Donc Charles Messier avait fait ces objets. D'autres personnes comme la famille Herschel, en fait, William, Caroline, sa femme, et son fils au XVIIIe siècle, ont trouvé un certain nombre d'objets. 8000 objets ont été cartographiés sous le nom de New General Catalogue. Toujours des nébuleuses planétaires, des étoiles, etc. Et puis, ça va changer au début du XXe siècle, il y a seulement le siècle dernier, où on commençait à trouver des distances. Henrietta Leavitt, que vous voyez ici, a découvert les céphéides. C'était vraiment une découverte majeure. Céphéides sont des étoiles dont la période est fonction de la luminosité intrinsèque, donc avec la luminosité apparente, on détecte la distance. Et ce sont des indicateurs de distance qui sont encore beaucoup utilisés aujourd'hui pour avoir l'expansion de l'univers. Donc on commençait à trouver quels étaient les objets lointains et proches entre les nébuleuses et les galaxies, c'est bien ça qu'il nous fallait. Westo-Siffler commençait aussi à détecter les vitesses par les spectres qu'il y avait dans les galaxies. Donc certaines nébuleuses avaient des vitesses qui s'éloignaient de nous avec des milliers de kilomètres par seconde, d'où mystère, une énigme à cette époque-là. Bien, on va partir d'ici. Donc ce qui s'est passé au début du XXe siècle, c'était un grand débat pour savoir justement si certaines nébuleuses faisaient vraiment partie de notre Voie lactée, notre galaxie. Donc il y avait Arlo Chapley, par exemple, qui avait cru aux céphéides et pensait qu'il y avait certaines nébuleuses qui étaient assez loin, mais la taille de la galaxie était énorme, 10 fois supérieure à ce qu'elle est, et il mettait tous les objets dans la Voie lactée, alors qu'un autre astronome, Herbert Curtis, avait pensé que non, il y avait sans doute des galaxies beaucoup plus lointaines. C'est un petit peu comme Emmanuel Kant, le philosophe au XVIIIe siècle, avait pensé qu'il y avait des mondes à part, des univers-îles, qu'il avait décrit dans son bouquin Théorie du ciel, mais il n'avait aucune preuve à cette époque, c'était juste une intuition, et là, Herbert Curtis avait raison. Ensuite, ça s'est un petit peu débloqué, puisque Hubble a découvert des céphéides, justement, ces fameux céphéides, dans la nébuleuse d'Andromède, qu'on appelait nébuleuse à l'époque, mais qui est une galaxie, qu'on appelle Messier 31, l'objet de Messier numéro 1, 31, et on s'est aperçu qu'elles étaient à 1 million de kiloparsecs. Le parsec, c'est 3 années-lumière. Et il a commencé à reporter les vitesses de ces galaxies qui étaient proportionnelles à leur distance, avec une constante qu'on appelle aujourd'hui constante de Hubble, mais qui ne devrait pas s'appeler constante de Hubble, puisque c'est Georges Lemaître qui, 2 ans auparavant, avait proposé que l'univers était en expansion. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, l'UAI, qui est l'Union astronomique internationale, cette année à Vienne, a décidé que la loi de Hubble s'appellerait loi de Hubble-Lemaître. Et il y a eu un vote électronique de toute la communauté dans le monde entier. À 78%, le vote a dit oui. Donc c'est la loi de Hubble-Lemaître. Je dois dire aussi que ce terme de Big Bang n'a pas été trouvé tout de suite. Il a été en fait prononcé par Fred Hoyle, qui ne croyait pas du tout à l'expansion de l'univers. Il pensait que l'univers était statique ou stationnaire. Et dans ses émissions à la BBC, qui avaient beaucoup de succès, il avait nommé ce modèle Big Bang pour se moquer de ce modèle. En fait, c'est quelque chose qui est resté. Alors, on continue pour savoir comment les astronomes cartographiaient les galaxies et les grandes structures à cette époque. Il y avait Zwicky, que l'on connaît bien grâce à sa découverte dans l'amas de coma de la matière noire. Il avait découvert toutes les vitesses des galaxies de coma et montré que l'amas de coma allait sans doute se dissocier s'il n'y avait pas beaucoup de matière. Mais il avait quand même cartographié un certain nombre d'amas, et Abel aussi, que vous voyez ici,
Et aujourd'hui, on a tout un catalogue d'amas de galaxies. Gérard de Vaucouleurs, aussi un Français qui avait émigré aux États-Unis, dans le Texas, avait découvert que les amas de galaxies, comme l'amas de la Vierge, disons, étaient caractérisés par une structure assez aplatie, qu'il appelait superamas, et qui faisait 30 millions de parsecs. D'autres, 1 million de galaxies par chaîne éviternelle, et d'autres avaient trouvé cette structure en éponge ou en gruyère, donc de l'amas de galaxies. Les premiers vides, ce qu'on appelle les the voids ici, vous voyez une tranche d'univers. Alors qu'est-ce que c'est maintenant ici? Vous avez à 2 dimensions une coordonnée spatiale, et puis dans l'autre dimension, on se base sur la loi de Hubble, le mètre, en dérivant de la vitesse que l'on observe, donc du décalage vers le rouge, on en déduit la distance en disant que c'est proportionnel. Alors ce n'est pas tout à fait vrai, on verra qu'on a des distorsions, puisque lorsqu'on a une structure liée gravitationnellement qui a des dispersions de vitesse, la dispersion de vitesse peut être de 600 à 1000 km par seconde et interfère avec le décalage vers le rouge dû à la distance. Donc on a une distorsion, vous le voyez ici, hein, ça c'est la même chose un petit peu interprétée. Vous avez des structures qui sont très très grandes, ici, et que l'on voit ici, et il s'agit d'un amas de galaxies, et on a ce qu'on appelle les doigts de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui pointe vers nous, l'observateur est ici, et donc tout ce qui pointe vers nous a une dispersion de vitesse assez grande, et le transformer les vitesses observées en distance est une erreur à ce moment-là, puisqu'on a de vitesses particulières qui ne sont pas dues à l'expansion de l'univers. L'expansion de l'univers n'est pas une vitesse des galaxies, hein, c'est une déformation de l'espace, et si les galaxies n'avaient pas des vitesses les unes par rapport aux autres, elles sont immobiles dans cet espace, même si l'espace est en expansion. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a en effet plein de vides. La plupart de l'univers est vide et la matière se rassemble en filaments, plans et nœuds, qui sont les nœuds, les groupes, les superamas. Alors la cartographie a ensuite progressé assez rapidement, mais encore à la fin du siècle dernier, on allait assez lentement. Pourquoi lentement? Parce qu'il faut, à chaque fois qu'on veut cartographier, il faut avoir la distance, donc un spectre. Et un spectre se faisait avec des fentes à l'époque. Et un spectre pour une galaxie assez éloignée prenait 1 heure ou 2 du télescope. Donc il a fallu, pour avoir 18 000 spectres ici, vous voyez qu'il a fallu 10 ans. Donc c'était un des premiers cartographies qu'on appelait Center for Astronomy à Harvard, qui était le principal. Mais ensuite, il y a eu une révolution, la révolution des spectrographes à fibres ou alors à lentilles, où on pouvait faire un certain nombre de spectres, comme 400, 600, jusqu'à 1000 spectres simultanément. Donc chaque pixel de la caméra, si vous voulez, est relié à un micro-miroir ou une micro-lentille ou une fibre optique. Et donc on peut faire un spectre en chaque point, il suffit de faire des petits trous sur la plaque, et vous pouvez faire 400 ou 600 spectres d'un coup. À ce moment-là, ça vous fait une cartographie qui va beaucoup plus vite. Et donc, par exemple, un des surveys qui a vraiment révolutionné le sujet, c'est le Sloan Digital Sky Survey, SDSS, qui a 1 million de spectres. Donc, en 4-5 ans, moins de temps qu'il a fallu pour faire les 18 000 spectres ici. C'est pourtant un petit télescope de 2,50 m, mais avec un grand champ, et qui est dédié à ce projet. Il n'y a pas d'autre projet, et qui donne tous ces résultats à la communauté en plusieurs releases. Auparavant, il y avait eu, dans l'hémisphère sud, le 2 degrés field ici, avec le 4 mètres anglo-australien, qui a cartographié 250 000 galaxies. Alors, pour vous donner une petite idée globale de la structure en éponge, hein, ici vous avez déjà, sans faire le spectre, une projection de 2 millions de galaxies. Il n'y avait que 13 000 spectres à cette époque-là, et vous voyez que c'est pas encore très... Les vides ne sont pas vides parce qu'en projection, vous remplissez les vides en regardant les galaxies derrière. Donc ça a un petit aspect d'éponge, mais pas suffisamment. En fait, il faut vraiment les spectres. Et donc voici le premier cartographie qui montre, alors chaque petit point bleu est une galaxie, vous avez l'observateur au milieu, et puis en général, vous avez que 2 cônes. Pourquoi? Parce qu'au milieu, vous avez la Voie lactée. La Voie lactée nous empêche de voir la galaxie à l'extérieur, non seulement avec la poussière qu'il y a dans le plan de la Voie lactée, mais aussi avec toutes les étoiles qu'il y a dans la Voie lactée. Donc il cache un petit peu ce qu'il y a derrière, optiquement. Donc ici, vous avez les 2 cônes,
Et puis ici, c'est le décalage vers le rouge ou le redshift qui vous donne, alors là ça ne va pas très loin, ça va qu'à 0,2, mais qui vous donne la distance. Donc vous voyez que vous avez des vides, des murs, des filaments sur la structure un peu spongieuse de cet espace. Et là, ici, c'est le grand mur. Alors, la comparaison entre ce qu'on pouvait faire jusqu'en 1995, donc au siècle dernier, et puis à partir du 3e millénaire, à partir de l'an 2000, le Sloan ici, un grand mur. Alors, vous voyez qu'il y avait un petit mur ici. Je ne parle pas de cette structure, c'est le doigt de Dieu, c'est l'amas de Coma, qui a beaucoup de dispersion de vitesse. Donc ça, ce n'est pas une structure réelle. Mais tout ce qui est dans le sens perpendiculaire, c'était le plus grand mur connu. Et puis, vous avez un grand mur ici, qui est encore 2 fois plus grand, c'est le duo Sloan. Et quand on a vu que toutes ces structures étaient de plus en plus grandes, il y a un petit problème qui s'est posé tout de même, parce qu'on pensait que l'univers était homogène et isotrope, ce qu'il est déjà. On sait que quand on regarde très très loin, près du Big Bang, on voit l'univers dans le fond cosmique, le fond cosmologique micro-ondes, comme on a vu tout à l'heure, il est homogène à 10,5 près. Donc de toute façon, on doit arriver à un volume où l'univers est homogène isotrope. C'est le principe cosmologique que l'on suit, le principe de Copernic, si vous voulez, où aucun observateur est particulier et tous les points de l'univers sont identiques. Mais si on trouve toujours des structures aussi grandes, est-ce que l'homogénéité, on y arrive? Eh bien, on va voir qu'on va y arriver quand même. Là, on n'est pas assez loin encore. Par exemple, ici, ce Gott et al. En 2003 avait pensé à montrer, c'est les deux structures. Alors, vous voyez, c'est toujours les deux cônes que l'on voit avec la Voie lactée qui nous empêche de voir au milieu, le grand mur. Et ce qu'il avait montré ici, c'est tous ces points de galaxies que l'on a trouvés avec une distance logarithmique. Donc ici, on avait les galaxies proches, donc on voit une à une, qui sont amplifiées, et puis le grand mur, et puis vous voyez un autre grand mur, et puis peu à peu, on voit que, alors il y a des zones un petit peu blanches, ça c'est un artefact du fait qu'on est obligé d'avoir des raies dans l'optique pour avoir la vitesse de la galaxie, et il y a des endroits du spectre qui sont un peu un désert optique, donc il n'y a plus beaucoup de raies, donc on arrive difficilement à voir toutes ces galaxies, donc il y a ces petites zones blanches qui ne sont pas réelles. Et puis, on voit tout de même que l'univers commence à devenir vraiment homogène au bout d'un moment. Donc, ces grandes structures, ça ne va pas jusqu'au Big Bang, bien entendu. Donc, voici un petit peu ce qu'a fait le Sloan. Le Sloan, c'est sur un télescope qui s'appelle APO, Apache Point Observatory. Et comme il a un grand champ et qu'il regarde le spectre de tous les objets, il fait aussi les spectres et les images du système solaire, des astéroïdes, des étoiles de la Voie lactée. On a fait beaucoup de progrès sur la Voie lactée avec ce télescope. Pourquoi? Parce que, comme vous voyez ici, il a trouvé des tas d'étoiles, fait le spectre, et on a pu voir qu'il y avait des courants de marée et des petits satellites qui tombaient sur la Voie lactée et faisaient des structures un peu cohérentes. Et on pense aujourd'hui que tout le halo stellaire de la Voie lactée est dû à tous ces petits compagnons qui sont tombés. Donc on a fait beaucoup de progrès sur la Voie lactée au passage. Et donc ce qui nous intéresse ici, c'est tout le survey, la cartographie de toutes les galaxies et de toutes les structures de la galaxie ici. Et puis les quasars. Les quasars, ce sont des objets très lumineux. Ce sont les centres de galaxies qui sont dus aux trous noirs supermassifs qu'il y a dans chaque centre de galaxie et qui rayonnent énormément. Ce sont les objets qui rayonnent le plus de l'univers. Donc même si les galaxies, avec ce petit télescope, on ne peut les voir que jusqu'à z égale 0,4, 0,5, les quasars, on les voit jusqu'au bout, jusqu'au Big Bang, en fait, même avec ce petit télescope. Donc voici un petit peu notre vision de l'univers, notre horizon observable. Vous avez peut-être vu cette cartographie avec plusieurs sortes d'échelles. Ici, c'est une échelle qui magnifie un petit peu, c'est une échelle log à l'envers, donc il magnifie le système solaire avec ses planètes. Puis vous voyez ici les étoiles de la Voie lactée, les galaxies proches et puis les grandes structures qui sont ici. Puis quand on remonte le temps, évidemment, on arrive au Big Bang ici. Donc ça nous délimite notre horizon observable. À chaque observateur, au milieu de son horizon, vous avez une sphère qui correspond finalement à le parcours de la lumière depuis le Big Bang. On sait que l'âge de l'univers, c'est 13,8 milliards d'années. Donc la lumière a dû parcourir depuis le Big Bang cette distance-là. Et puis, entre-temps, l'univers s'est expansé d'un facteur à peu près 3. Donc aujourd'hui, notre horizon observable, il fait à peu près 48 milliards d'années-lumière. Donc voici notre univers observable dans lequel on peut, on a extrapolé, on n'a pas encore tout cartographié, mais on a extrapolé que le nombre de galaxies est à peu près 300 milliards. Évidemment, il y a beaucoup de galaxies à l'extérieur, ils sont
un nombre gigantesque, peut-être infini, mais on ne les verra jamais. Alors ça, c'est un petit peu la vue du Sloan Survey, à la fois les astéroïdes, les étoiles et puis les galaxies. Alors, on peut observer les grandes structures avec plusieurs cartographies. Il y a eu donc l'imagerie, on voit que le Sloan a pris une place énorme, car surtout il s'est dédié à cette imagerie, à la spectroscopie. Et puis, ce qui prend aussi une grande place, c'est les champs profonds de Hubble. Le télescope Hubble est un petit télescope aussi de mètres, mais il est dans l'espace. Et donc, le grand avantage, c'est que sa résolution, la résolution spatiale est très grande, 0,1 arc-seconde, alors que tout ce qu'on peut faire sur Terre, c'est 1 à 2 arcs-secondes, dû au fait que l'atmosphère est turbulente et nous empêche de voir plus que 1 à 2 arcs-secondes de résolution. Donc, quand on va dans l'espace avec Hubble, on a pu faire des champs profonds. Alors, le champ est tout petit, quelques minutes, parfois degrés carrés. On a pu cartographier jusqu'à 2 degrés carrés, mais c'est un petit peu un pinceau. Et on regarde une petite région et on voit très très loin, vu qu'on peut regarder les galaxies jusqu'au Big Bang. C'est ainsi qu'on a, dans 1 degré carré, on a eu 5 millions de galaxies. C'est déjà plus que le Sloan, qui a fait tout le ciel. Mais c'est donc un compromis entre regarder tout le ciel, mais être très très peu profond, et puis être très très profond, mais regarder un tout petit peu. On verra que dans le futur, avec le satellite Euclide qui va être lancé par l'Agence spatiale européenne en 2021-22, donc dans 2-3 ans maintenant, on va regarder tout le ciel avec un télescope spatial, et donc on aura 12 milliards de galaxies. Donc ça on voit que le progrès est encore en train d'agir, on est en train de cartographier. Donc tout ce progrès-là, comme je vous ai montré, c'est à partir de l'an 2000. Donc c'est vraiment une explosion ce qu'on appelle Big Data, et là c'est vraiment le Big Data. Donc la spectrographie, donc le nombre de galaxies qu'on a vu dans la première étape du Sloan, on appelle ça Sloan 1 et 2, 1 million de galaxies, qui allait jusqu'au redshift de 0,2. Le redshift, c'est le delta lambda sur lambda, c'est-à-dire un peu la vitesse des galaxies sur la vitesse de la lumière, si on veut. Et puis, des galaxies rouges beaucoup plus lumineuses, et on a pu aller un peu plus loin. On va voir que c'est très intéressant pour avoir les oscillations baryoniques acoustiques. Dans la troisième partie, justement, on l'a dédié à ce qu'on appelle BOSS, c'est-à-dire les Baryonic Oscillation, les surveys, avec 160 000 quasars. Et puis, depuis 2014, il continue à faire quelque chose de beaucoup plus profond avec une release 14. Vous voyez qu'on a eu plusieurs données au grand public. On pense qu'il y a à peu près 10 000 astronomes qui ont utilisé ce survey avec 10 000 publications. Donc ça a été très très riche. Qui finance ce sujet? En fait, c'est Alfredson Foundation à 25%, donc des mécènes privés. Et puis le département de l'énergie des États-Unis, 5%. Et puis 50 universités de par le monde. Donc la France participe une partie. Donc ce n'est pas une énorme partie, mais participe sur 4 continents. Donc le monde entier s'y met et tout le monde a les données. Donc l'imagerie a été faite en 5 couleurs. Ultraviolet, visible jusqu'au rouge, avec 200 millions de sources. Et puis, aujourd'hui, on est en train de faire ce qu'on appelle Apogee. Apogee, ça veut dire Apo, c'est le nom du télescope. G, c'est le Galactic Experiment. Et donc, c'est quelque chose qui regarde toutes les étoiles de la Voie lactée. Donc, ça fait aussi des progrès en parallèle sur la Voie lactée. Et le eBOS, c'est l'Extended BOS, qui permet d'avoir encore des tests plus profonds sur les oscillations acoustiques. On est en train maintenant de prolonger, parce que ça a tellement de succès, en ayant des fibres qui puissent cartographier les galaxies proches, 10 000 galaxies proches, en ayant un spectre résolu. C'est-à-dire que ce n'est plus un spectre par galaxie, maintenant c'est une série de spectres, comme vous le voyez ici, sur chaque galaxie. Donc on peut en avoir la dynamique, la courbe de rotation, savoir quelles sont les populations stellaires tout au cours de la galaxie, la métallicité, etc. Donc ça, c'est aussi très très riche en données. Donc pour vous donner une ordre de grandeur de l'instrument, vous avez les couleurs, hein, vous avez 30 CCD en tout. Il y a 5 filtres, on voit bien les couleurs grises ici. Et puis on fait un scan du ciel avec ces 6 CCD. D'où chaque CCD fait 2000 ocus, donc vous voyez un peu le nombre de données, avec en spectroscopie 640 fibres par pose. Donc quelle tête ça a sur le télescope, vous voyez tous les 30 CCD. Et puis les fibres, vous voyez qu'il faut faire des trous quand même sur les plaques et positionner chaque nuit
600 fibres. Et puis, toutes les 2 ou 3 heures, faire 6 pauses avec des tas de fibres. Il y a des petits robots qui placent, mais enfin, quand même, il y a une certaine main-d'œuvre à faire. Donc ici, vous voyez un petit peu le progrès qu'il y a eu depuis 1900. Hein. On avait les galaxies de Slipher qui montraient qu'il y avait des récessions des galaxies, Humason qui travaillait avec Hubble, Sandage aussi qui a fait le Hubble Atlas, le premier cartographie du CFA, j'ai décrit le 2DF, le SDSS, il y aura bientôt Euclide, DESY qui est aussi un Dark Energy Experiment, etc. Donc là, c'était en log, donc on a un progrès exponentiel, et surtout ces dernières années. Alors voici un petit peu la taille de l'horizon que l'on peut voir, ce qui vous montre bien comment le Hubble, les champs profonds de Hubble, le premier c'était la première génération, et puis ensuite il y a ce qu'on appelle un ultra deep field, hein, qui en posait encore plus, avec une caméra qui était beaucoup plus puissante. Donc on peut arriver, alors ici c'est un horizon en log où on a mis en évidence plutôt la première partie de l'univers. On a le Big Bang ici, un âge qu'on appelle sombre, car il n'y a aucune étoile. Les premières galaxies se forment ici, les premières étoiles, les premières galaxies. Et vous voyez que le champ profond, ultra-champ profond de Hubble commence à voir les premières galaxies. Ici, on a juste 0,7 milliards d'années, donc on a mis l'accent ici, et on a ratatiné plutôt les galaxies. Avec le Sloan, vous pouvez arriver jusque là seulement. C'est-à-dire Z égale 0,5, etc. Et ici, c'est la moitié de l'âge de l'univers qui est peuplé de galaxies. Alors voici Alors il y a aussi, on a vu qu'on avait l'hémisphère sud et l'hémisphère nord. Donc il y a non seulement ce petit télescope qui est dans le Nouveau-Mexique aux États-Unis, mais il y a aussi au Chili un télescope de même taille, 2,5 m, qui s'appelle le Dupont télescope, et qui continue à cartographier. Vous voyez un peu l'état des points qui sont cartographiés dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud, qui continuent à cartographier. Alors maintenant, pour les structures qui ont été découvertes, on peut essayer de savoir, et là je me repose sur une simulation numérique, car les simulations numériques reproduisent bien tous les filaments et la structure de l'univers, mais ça a permis de quantifier un petit peu ce que nous avions. Ici, vous avez en masse, donc en rouge, vous avez les nœuds qui sont les amas de galaxies, ce qui a une géométrie un petit peu sphérique. Ici, vous avez les filaments, les crêpes, les murs, 2D, 1D, et puis ici les filaments, pardon, et puis les vides en jaune. Donc ça c'est en masse. Donc évidemment toute la masse est à la fois dans les nœuds et dans les filaments. Par contre si vous regardez en volume évidemment en jaune vous avez tout le vide. Les nœuds en rouge on ne les voit pratiquement plus puisqu'ils ne font pratiquement pas de volume. Donc tout ceci est dû au grand contraste de densité que vous avez dans les amas de galaxies. Et puis les filaments et les murs. Donc le contraste pour la simulation qui a été faite de ces simulations, alors, il y a des algorithmes ici pour filtrer toutes ces échelles, ne va que jusqu'à puissance 2. En fait, dans les observations, ça va jusqu'à puissance 6. Donc les simulations ne sont pas aussi performantes que l'observation. Ici, vous voyez l'algorithme qui était Nexus, qui trace les filaments. Une fois que vous avez fait des simulations numériques, qui partent des conditions initiales du fond cosmologique et puis essaient de les faire évoluer par la gravité que l'on connaît, donc seulement la gravité newtonienne et d'Einstein, à ce moment-là, vous avez tout un tas de particules et il vous faut un algorithme pour reconnaître ces filaments et ces murs. Donc c'est un petit peu cette comparaison avec les observations qui est faite et qui marche très très bien. Donc ici, on va regarder un petit peu les étapes, ce qu'on voit avec le Sloan, qui est vraiment pratiquement tout le ciel, sauf la Voie lactée qui est ici, hein. Mais en galaxie ordinaire, en galaxie rouge, en quasar, etc., on va de plus en plus loin. Alors, par exemple, ici, on allait jusqu'à z égale 0,14 dans la première étape, ce qui correspond à 600 millions de parsecs, ou 2 milliards d'années-lumière. Et on voit ce fameux grand mur ici, et puis dans l'hémisphère sud, ce n'est pas tout à fait pareil, il n'y a pas les mêmes structures. Et lorsque on va jusqu'au SDSS 4, qui est ce qu'on voit aujourd'hui, on a à peu près 200 millions de galaxies et 2,4 millions de redshift. On va aux galaxies rouges. Hein, je vous ai dit que les galaxies rouges étaient plus massives, ce sont des galaxies elliptiques, et donc on les voit beaucoup plus loin. Vous voyez que tout ce qu'on avait vu en jaune dans la slide précédente s'arrêtait à 0,14, 0,12. Ici, on commence à aller à 0,45 ou 0,5. Donc c'est dans ces galaxies rouges qu'on a pu aller plus loin
et voir la taille des oscillations acoustiques qui étaient imprimées dans les baryons et qui nous permet de mesurer l'expansion de l'univers attendue à cette époque-là. Et puis, vous voyez que progressivement, vous avez les galaxies ordinaires en jaune, en rouge, vous allez un peu plus loin, et puis avec les galaxies de Bose, là ici, puis les quasars, vous allez encore plus loin. Ici, on arrive à presque le redshift de 1. Alors, il faut savoir que la liaison entre le temps et le décalage vers le rouge, le redshift, n'est pas linéaire. Donc, lorsque vous arrivez à la moitié de l'âge de l'univers, c'est-à-dire 7 milliards d'années, vous avez un redshift de 0,7. Donc, ici, on arrive à la moitié de l'âge de l'univers. Donc, on a déjà la moitié de notre univers observable. On a une autre façon d'expérimenter. Peut-être qu'on aura une petite idée dans le séminaire qui suit. C'est l'absorption devant les quasars. Ici, on a des quasars en bleu qui vont encore plus loin. Vous voyez ici que c'est 2,5, 2,6, c'est bien plus loin. Et ces quasars nous permettent d'explorer tout le milieu intergalactique qui est fait d'atomes. En fait, la plupart des atomes sont entre les galaxies, dans ces filaments, et ne rayonnent pas parce que c'est très diffus. Par contre, vous avez des atomes d'hydrogène qui absorbent le rayonnement des quasars qui est derrière. Donc c'est cette absorption qui nous permet de le voir. On a ce qu'on appelle les absorbants Lyman alpha, la raie principale de l'atome d'hydrogène, et il y en a tellement qu'on appelle ça une forêt Lyman alpha. C'est ainsi qu'on peut cartographier un petit peu tout l'univers qui n'est pas visible en émission, mais visible en absorption. Et puis, on a fait beaucoup de progrès sur la Voie lactée, comme je vous le disais. Là, ça montre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Vous voyez que dans l'hémisphère sud, toute la Voie lactée, qui est représentée par la vue d'artiste ici, elle est surtout vue dans l'hémisphère sud. Le centre de la Voie lactée est surtout dans l'hémisphère sud. Donc, l'hémisphère nord, c'est ce qui est bleu. Donc, heureusement qu'on a un parallèle au Sloan dans l'hémisphère sud pour cartographier tout l'hémisphère sud. Alors, quand on regarde très proche de nous, maintenant, pour savoir dans quel superamas nous nous trouvons, il y a un survey qui a été fait de 8000 galaxies, ce n'est pas énorme, mais c'est très précieux car c'est un survey qui calcule les distances indépendamment de l'expansion. Au-delà, on ne se sert des distances que de l'expansion, c'est-à-dire qu'on prend la vitesse, le décalage vers le rouge, on prend la loi de Hubble le mètre et on en déduit la distance. On a vu que c'était très incertain car il y avait des perturbations et puis si l'expansion est accélérée, on se trompe. Donc ici, on a des vitesses particulières, des galaxies qui sont très près de nous, et on a quand même des indicateurs de distance que je vais décrire tout à l'heure. Et on a pu montrer que nous faisions partie d'un énorme superamas. Normalement, on avait un petit superamas. Nous sommes ici, en fait, près de Virgo. L'amas de la Vierge est ici. On a un superamas ici. Et en fait, on s'est aperçu qu'on faisait partie d'un superamas au-delà. C'est comme des poupées russes. Alors, comment on s'en est aperçu? On a calculé les vitesses de toutes ces galaxies et on s'est aperçu qu'il y avait comme des bassins versants. Un petit peu lorsque vous avez de l'eau, des fleuves, vous avez une crête et lorsque l'eau pleut d'un côté, il va tomber d'un côté et si vous voulez de l'autre. Donc, les fleuves sont répartis avec des bassins versants. Ici, c'est la même chose. On s'aperçoit que toutes ces galaxies tombent un petit peu sur cet attracteur ici et que toutes les autres vont tomber sur un autre bassin versant. Donc on a des superamas qui ont été détectés dans notre voisinage. Alors, je vais vous montrer un petit film, s'il marche bien, qui est fait par Brian Tully, un Américain, une Française, Hélène Courtois, qui travaille à Lyon, Yehuda Hoffman en Israël et David Pomerad au CEA. Ils ont fait ce petit film pour montrer, vous voyez en bleu, ce sont les filaments que l'on a observés dans notre voisinage. Nous sommes au centre du repère qui est bleu, vert, rouge, là au centre, ici. Et les traits noirs et rouges, ce sont les orbites des galaxies qu'on déduit avec leur vitesse. Et vous voyez un petit peu le nom des superamas que l'on a. On voit que notre superamas qui est ici détecté en bleu ne comprend pas Coma, par exemple. Coma est à l'extérieur de notre structure, Perseus, Pisces, Hercule aussi. Et tout cela sont dans un autre bassin versant, en quelque sorte, en fonction des vitesses. Donc on voit un petit peu la forme qui est là, qui est très très asymétrique. Et puis vous voyez un peu les mouvements que l'on a pu déduire de toutes ces vitesses. Les mouvements tombent vers un centre et nous on est vraiment au bord, ici. On peut regarder un petit peu les vitesses qui vont se passer de l'autre côté. Vous voyez, il y a comme des avenues.
et nous sommes ici, on voit que toutes les autres vitesses se dirigent vers ailleurs. Donc on a bien des bassins versants, et on a appelé cette énorme structure l'Aniakea, qui, quand elle était observée à Hawaï, veut dire immensité, formidable en hawaïen. Donc cette structure fait 500 millions d'années-lumière, 160 mégaparsecs, et 10 puissance 17 fois la masse du solaire. Il n'est pas certain qu'elle soit complètement gravitationnellement liée, surtout lorsque l'expansion va être accélérée, elle va peut-être se défaire. Alors j'ai dit que ces galaxies-là, on pouvait avoir leur distance indépendamment du décalage vers le rouge. C'est obtenu grâce justement aux céphéides. Lorsqu'on a des céphéides à l'intérieur, ce sont des traceurs des distances. On a aussi des supernovae de type 1A, qui sont des chandelles standards, car elles explosent toujours avec la même luminosité intrinsèque en fonction de leur durée de vie, et donc on peut en déduire la distance. On a aussi des relations de Tully-Fisher, qui sont les relations entre la vitesse de rotation d'une galaxie et sa luminosité intrinsèque. Donc si on mesure la vitesse de rotation, on peut calculer leur distance. Et puis la brillance de surface, d'autres indicateurs secondaires. Donc c'est avec tous ces indicateurs qui ne dépendent pas de l'expansion de l'univers qu'on a pu calculer les vitesses particulières, mais les vraies vitesses cette fois-ci des galaxies, et non pas de la dilatation de l'espace. Donc voici la détermination de dans quelle superstructure la Voie lactée qui est ici au centre de ce repère appartient. Alors des surveys de cartographie de galaxies, on en a beaucoup. Il y en a plusieurs longueurs d'onde, j'ai surtout parlé de l'optique jusqu'à présent. Il y avait quand même un survey infrarouge dès les années 1983, un satellite qui avait été lancé par la NASA, qui observait dans l'infrarouge assez lointain, c'est-à-dire 100 microns, 60 microns, 100 microns. On a observé seulement 350 000 galaxies, mais ça a été quand même une très grande surprise, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des galaxies qui émettaient 90% de leur luminosité dans cette longueur d'onde infrarouge à 100 microns, qu'on ne voit absolument pas dans l'optique. On s'est aperçu donc que c'était des flambées de formation d'étoiles, et la poussière cachait complètement cette flambée de formation d'étoiles. On peut avoir 1000 étoiles par an qui se forment dans ces flambées, alors que la Voie lactée ne forme qu'une à deux étoiles par an, donc c'est vraiment des flambées. Et puis, il fallait avoir cette longueur d'onde, à 100 microns, pour le voir. Par exemple, ARP 220, c'est un de ces fameux flambées de formation d'étoiles. Donc, à chaque fois qu'on avait un survey à une longueur d'onde donnée, on a appris des tas de choses et observé des objets nouveaux. Aujourd'hui, on a un survey qui s'appelle WISE, qui observe à la fois aussi dans ces longueurs d'onde-là, 24 microns, infrarouge très lointain. Il est beaucoup plus sensible. Il a observé 750 millions de sources de 350 000, donc c'est quand même mieux. Il y a quand même une assez faible résolution, donc il faut avoir des contreparties optiques pour repérer où sont ces sources, mais c'est quand même aussi un progrès. Et puis, j'ai dit qu'il y avait un compromis à faire entre les surveys très profonds et les surveys très peu profonds, mais qui couvrent tout le ciel. Ici, vous avez un exemple de survey avec un survey très profond, mais c'est comme un pinceau que l'on voit dans le ciel. Donc on a quelques minutes carrées, mais cette fois-ci, on a tous les redshifts qui vont jusqu'à 1, 1,2. Ça a été fait avec le VLT, le Very Large Telescope au Chili, de l'ESO, et le fameux SpectroVimos, qui pouvait faire aussi 400 spectres d'un coup. Donc ce sont des télescopes de 8 mètres. Ça permettait donc d'aller beaucoup plus loin que le Sloan, qui est 2,50 mètres. Et donc, vous voyez un peu la structure qui est aussi en vide et gruyère avec des vides, des filaments, etc. Et qui permet de justement avoir le taux de croissance des galaxies, comment elles ont cru entre 0,5 et 1,2, c'est-à-dire la première moitié de l'univers. Aussi la même chose, mais en couleur et en relief, si on veut. Et puis, il y a d'autres surveys récents dans l'arrêt de Lyman alpha de l'hydrogène. Ça, c'est un survey très... alors ici, vous avez une galaxie, un quasar même au centre, et ce qui était surprenant, c'est de voir l'extension qui a été observée dans l'arrêt de Lyman alpha. Lyman alpha, c'est l'arrêt de l'hydrogène, l'arrêt principal de l'hydrogène. Ça veut dire donc qu'il y a de l'hydrogène atomique qui est dans l'espace intergalactique. La taille ici, ça fait 500 kPa, c'est-à-dire bien au-delà du rayon de vie réel de la galaxie, donc c'est quelque chose qui est dans le filament, qui n'est pas relié à la galaxie. Et ces auteurs-là cherchaient justement à voir cet hydrogène qui est complètement obscur par fluorescence avec une lumière. Il suffit de l'éclairer. Donc on prend un quasar et on éclaire
tous les filaments qu'il y a autour. Et en effet, c'est ce qui est arrivé. Vous avez un super quasar ici qui a éclairé l'hydrogène qui normalement est obscur. Donc on le fait fluorescer et on le voit émettre en Lyman alpha. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'hydrogène atomique. Alors vous allez me dire comment se fait-il, puisque normalement on aurait dû tout rayoniser. On sait qu'il y a une époque de rayonisation qui va se passer entre les redshifts 12 et puis 6, c'est-à-dire après 1 milliard d'années après le Big Bang, tout l'univers entre les galaxies doit être rayonisé par toutes les étoiles et les quasars qui rayonnent et qui ionisent l'hydrogène. Mais en fait, ça veut dire que dans les filaments, l'hydrogène est assez dense pour se protéger de l'ionisation. Récemment, on a observé justement avec MUSE. MUSE est un spectro qui a été construit surtout à Lyon, enfin, en collaboration avec des Européens, mais surtout le PI était français, Roland Bacon à Lyon. Et ce spectro qui peut observer un cube de données à 80 000 pixels permet de regarder l'arrêt de Lyman alpha à des redshifts de Z à 3 et 6, c'est-à-dire tout au début de l'univers. Alors ce qu'on voit ici, c'est un champ profond de Hubble. Ce que vous voyez devant, c'est des galaxies d'avant-plan, donc qui sont à un redshift très proche, Z égale 0, 5, 1. Donc vous n'avez aucun halo bleu. Alors le halo bleu, c'est l'arrêt Lyman alpha, qui est détecté par le spectromuse. Donc c'est des spectres en émission. Et elles sont autour de galaxies très loin, c'est-à-dire à Z égale 3, 6. Donc vous voyez que le Hubble a un petit point blanc. Le petit point blanc, c'est la galaxie détectée par Hubble dans le champ profond, avec une résolution de 0,1 arc-seconde. Alors MUSE n'a pas autant de résolution, c'est plutôt une seconde d'arc. C'est pour ça que ça a l'air un peu nébuleux, le bleu. Mais chaque halo bleu est autour de la galaxie en question. Donc on voit que cette observation de fluorescence, c'est vrai à grand redshift, dans l'univers très, très tôt dans l'univers. Vous voyez que vous avez des réservoirs de gaz qui sont illuminés par la formation d'étoiles qu'il y a dans chaque galaxie. Ça, c'était une surprise qui a été découverte cette année. Alors ces halos Lyman alpha, on peut, comme on a une raie détectée à toutes les époques, donc on a pu séparer, mettons, en 3 époques, ici de 3 à 4, 4 à 5 et 5 à 6, et ici c'est la somme des 3. Et on s'aperçoit que quand on regarde les distributions, c'est à peu près la même chose. Et ça, c'est une surprise aussi, parce qu'on pensait qu'il y avait beaucoup plus de gaz autour des galaxies tôt dans l'univers, puisque tôt dans l'univers, les galaxies sont 90% de gaz, et après elles forment leurs étoiles, et après aujourd'hui, on a des galaxies qui ne contiennent que de 5 à 10% de gaz. Donc on devrait avoir une évolution de gaz, et en fait, on n'en voit pas. Donc là, il y a encore un problème. Soit le gaz arrive aussi vite qu'il est consommé en étoiles. Donc il y a encore des tas de sciences à comprendre dans cette découverte des halos de Lyman alpha autour des galaxies. Donc ici, vous voyez certaines galaxies. La couleur, c'est le champ Hubble. Ce qui est des gros points jaunes, c'est plutôt les galaxies d'avant-plan. Ce qu'on voit, en fait, c'est les galaxies derrière. Et on voit le spectre Lyman alpha. Vous voyez, c'est des spectres très bien détectés, même s'ils sont dans le premier milliard d'années après le Big Bang, ils sont très bien détectés. Et on a la distribution de gaz autour des galaxies, donc les réservoirs des galaxies qui permettent à ces galaxies de former des étoiles. Donc, dans les minutes qui me restent, je vais juste annoncer ce dont on va parler dans les autres séances. En fait, à quoi va servir tous ces surveys? Qu'est-ce qu'on va faire avec? On a ce dont on parlait, les pics acoustiques. On sait qu'on doit trouver une règle standard, c'est ces fameuses oscillations sonores qu'avait la matière ionisée avant la recombinaison, c'est-à-dire jusqu'à 380 000 ans après le Big Bang. Et cette structure-là, qui normalement était évolutive, elle a été gelée à cette époque-là et elle va se retrouver dans les baryons. Je fais un petit dessin, mais enfin, c'est pas vraiment, elle ne se retrouve pas directement, elle se retrouve quand on fait une fonction de corrélation à 2 points qu'on a mis ici. Et vous voyez que c'est quelque chose qui est assez faible, mais qui est détecté, et a été détecté dans les premiers temps, en 2005, déjà il y a 13 ans, avec 50 000 galaxies du Sloan. Donc aujourd'hui, on fait beaucoup mieux. Mais là, c'était la première détection, la première fois qu'on avait détecté cette échelle caractéristique d'oscillation acoustique. Alors aujourd'hui, il y a des détections un peu meilleures. Je mets juste en fonction de oméga m, oméga lambda. On avait dit qu'on voulait restreindre les contraintes qu'on a sur ces paramètres pour connaître mieux l'énergie noire et la matière noire. Ici, on voit qu'on a des données qui sont tout à fait compatibles
avec ce qu'on a vu dans le survey de Planck. On va en parler, hein, c'est juste un survey. On a observé aussi pas mal de raies en absorption en Lyman alpha. Ici, vous avez un quasar qui émet la raie en Lyman alpha. Et voyez un petit peu la forêt de Lyman alpha dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, vous avez des tas de raies en absorption ici, mais il peut y en avoir 200. C'est toutes les nuages de gaz qui sont entre le quasar et vous, et qui sont à des redshifts différents. Et il y en a tellement qu'on appelle ça une forêt. Donc c'est bien une forêt. Et puis tout ce qui est derrière, ce sont des raies métalliques, mais ce n'est pas la raie Lyman alpha qui doit être observée lorsque vous avez un redshift inférieur. Alors avec toutes ces raies Lyman alpha, on a pu avoir justement le spic acoustique, la baryonique ici, qui se voit très très bien. Donc il a permis de contraindre encore la taille de l'horizon sonore, cette règle standard que l'on va propager. Hein. Ici vous avez un petit dessin un peu artistique, hein. Ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on regarde, on regarde dans la fonction de corrélation. Alors ce qui est très intéressant, c'est que le satellite de Planck a bien confirmé le modèle standard de matière noire et d'énergie noire, mais il y a quand même une petite tension sur la valeur de la constante de Hubble. La valeur de constante de Hubble mesurée par Planck est un peu indirecte, elle dépend du modèle, mais elle est à 4 sigma, bien inférieure à ce qu'on détecte aujourd'hui avec les céphéides. Donc là, qu'est-ce qui se passe? En fait, il faut faire la liaison entre l'univers près du Big Bang et l'univers aujourd'hui, et c'est là que ça ne colle pas. Donc on est en train d'essayer de faire cette relation. En fait, la taille de l'horizon dépend justement de cette constante de Hubble et comment l'univers a évolué. Donc dans le futur immédiat, on va peut-être justement éclaircir cette tension et voir ce qui ne va pas. Est-ce que c'est la gravité qu'il faut modifier? Est-ce qu'il faut ajouter des neutrinos? Est-ce qu'il faut ajouter quelque chose? C'est encore en cours. On va aussi parler de cisaillement gravitationnel. Alors qu'est-ce que c'est? C'est les lentilles, enfin le phénomène de lentilles gravitationnelles. Vous voyez un amas de galaxies ici, et vous voyez des arcs. Des arcs qui sont les galaxies de fond qui ont été déformées par la masse qui dévie les rayons lumineux. Donc vous avez des arcs gravitationnels. Ça, c'est des lentilles fortes. Mais vous voyez sur le petit schéma, lorsque vous avez un amas de galaxies ici et des galaxies de fond, l'image que vous voyez est un peu déformée, un petit peu comme la limaille de fer qui vous indique un peu les lignes de champ magnétique. Ici, on voit qu'il y a les lignes de champ. Et donc, lorsqu'on aura observé 12 milliards de galaxies avec Euclide, on va pouvoir avoir 1% de précision sur ces cisaillements gravitationnels dus aux lentilles, et on en déduira quelque chose sur la nature de l'énergie noire. Et il y a aussi ces phénomènes de distorsion dont j'ai parlé aussi, c'est-à-dire que lorsque vous regardez une coordonnée d'espace ici en horizontal et puis une coordonnée de décalage vers le rouge, le redshift, c'est exactement ce qu'on fait dans les surveys. La profondeur, elle n'est donnée que par le redshift. Eh bien, on a des déformations qui sont caractéristiques de l'effondrement des structures. Vous voyez que si une structure s'effondre, vous avez l'impression que la distance est plus petite lorsqu'on est près de la structure. Donc, au lieu d'avoir un cercle, vous avez quelque chose d'aplati. Ça, c'est l'effondrement. Et puis ensuite, vous avez les doigts de Dieu aussi, lorsque votre structure est complètement effondrée. Vous voyez que vous avez beaucoup plus de vitesses qui sont des vitesses propres des galaxies et qui ne sont pas de l'expansion de l'espace. Donc tout ça, on va en parler, le détailler. Et ces mesures-là, qui sont déjà commencées, hein, puisqu'on voit avec le survey Viper, ce que je vous ai montré, le survey profond, on a pu détecter ces effets de distorsion. Alors pour des galaxies bleues et des galaxies rouges, les galaxies rouges montrent beaucoup plus cette distorsion des amas. Pourquoi? Parce que les galaxies rouges, c'est des galaxies elliptiques qui sont dans les amas. Les amas sont faits de galaxies éteintes, rouges et très massives, alors que les galaxies bleues, c'est des galaxies en dehors des amas, donc on voit beaucoup moins l'effet. Donc déjà, on commence à mesurer tous ces effets qu'on va mesurer sur les surveys de galaxies. Et de même, le taux de croissance de galaxies, qui est presque linéaire lorsqu'on est au niveau des filaments et des murs. Alors vous voyez que le modèle de relativité générale avec le modèle standard, il prédit cette courbe-là dans le taux de croissance. Et puis les barres d'erreur, elles sont encore très très loin, c'est-à-dire que tous les modèles de gravité modifiée marchent encore un petit peu. Donc quand on aura beaucoup plus de précision, on va pouvoir tester vraiment la gravité d'Einstein. On pourra le faire aussi avec cet effet-là, qui est aussi un effet qui sera détecté par Euclide. Lorsque vous êtes par exemple dans un amas de galaxies, imaginons un photon qui tombe dans un amas, alors qu'est-ce que se passe-t-il?
le photon tombe dans un puits de potentiel, donc il gagne de l'énergie, hein, comme de l'eau tombe dans un puits. Bon, il ne peut pas aller plus vite, donc qu'est-ce qu'il fait? Il devient plus bleu, il a une énergie H nu qui est supérieure, donc le photon devient bleu. Et puis, si l'amas a perdu de sa hauteur parce qu'il y a eu une expansion accélérée, c'est-à-dire l'énergie noire, à ce moment-là, il ressort beaucoup plus bleu qu'il n'était prévu au départ. S'il n'y avait pas d'accélération d'expansion, il ressortirait aussi rouge qu'avant. Donc c'est un effet qu'on a déjà commencé à détecter et qui va nous permettre de savoir à quelle époque l'accélération de l'expansion est arrivée, etc. Il y a aussi les supernovae qui nous prédisent un petit peu quelle est la nature de l'énergie noire. Et puis le futur. Alors il y a énormément d'expériences, que ce soit au sol, ce qu'on appelle Dark Energy Survey, avec on va en parler, peut-être dans le séminaire qui suit, on en parlera aussi. Et puis Euclide, dont j'ai parlé, et puis le télescope LSST. Je parlerai aussi de SKA, qui est un télescope de radioastronomie qui va observer des galaxies en hydrogène atomique, H1, et qui va aussi avoir des milliards de galaxies dans ses données. Donc évidemment, quand on a 12 milliards de galaxies, on ne fera pas forcément un spectre à chaque fois. Très souvent, on fait juste une imagerie des galaxies. Vous voyez, une galaxie a un spectre qui a des tombées caractéristiques, comme ça, on appelle ça une coupure. Et lorsque vous décalez vers le rouge ce spectre, vous voyez que dans les couleurs du survey, vous n'allez pas voir les galaxies de la même façon. Donc une imagerie comme ça en plusieurs couleurs permet de faire ce qu'on appelle un décalage vers le rouge photométrique. Donc c'est tout ce que je vous ai décrit ici, ce sont des expériences qui vont arriver. Et donc si on continue de voir ce progrès en fonction du temps, ici l'année est linéaire et le nombre d'objets est en log, donc vous voyez que l'exponentielle est géante. Donc je m'arrêterai là. La cartographie se développe de façon exponentielle et on espère que bientôt on va pouvoir détecter la nature de l'énergie noire et de la matière noire avec tous ces surveys. Je vous remercie.